Je m'appelle Éléonore Dubois. J'ai 124 ans. Et pendant plus d'un siècle, j'ai cru que la force signifiait ne jamais pleurer devant personne. Les gens s'imaginent qu'une vie si longue est une bénédiction, un trésor. Ils me demandent le secret, comme si j'avais une recette à donner. Mais il n'y a pas de secret. Il n'y a que la durée. Et la durée, ce n'est pas une victoire. C'est une épreuve d'endurance silencieuse. Ce que je vais vous raconter, ce n'est pas la version polie pour les journalistes, celle de la vieille dame souriante qui a tout vu. Mon sourire a été le masque le plus long à perfectionner. Ce soir, je vais l'enlever. Je vais vous dire la vérité. Pas l'histoire de comment j'ai vécu, mais de ce qu'il m'en a coûté de survivre à tout le monde. C'est l'histoire de comment j'ai appris à n'avoir que le silence comme seul confident. Je suis née à Val-Fleury, un petit village de Provence où la vie suivait le rythme des saisons. C'était un monde qui semblait encore intact. L'air sentait la lavande en été et la fumée de bois en hiver. Ma jeunesse n'a pas le goût de la richesse, mais celui de la simplicité. Le bruit de fond de mon enfance, c'était le son des cloches de l'église, les voix des voisins qui s'interpellaient par-dessus les murets de pierre sèche et le silence affairé de ma mère dans la cuisine. La lumière de Provence entrait par la fenêtre et découpait des carrés d'or sur le sol en tommettes. Tout semblait éternel. Dans notre maison, l'amour n'avait pas besoin de mots. Il était dans le pain chaud posé sur la table, dans les vêtements reprisés, dans le regard de mon père quand il rentrait des champs, fatigué mais présent. On ne se plaignait pas. On ne parlait pas de ses peines. On les portait, comme on portait les seaux d'eau depuis la fontaine. C'était une dignité silencieuse, une force tranquille que j'admirais chez mes parents et les gens du village. J'ai grandi avec cette idée que les émotions étaient une chose intime, une sorte de jardin secret dont il ne fallait jamais montrer la clé. C'est là que j'ai appris. J'ai appris que mes larmes étaient une affaire privée, une monnaie trop précieuse pour être dépensée en public. Je me souviens d'être tombée, enfant, le genou en sang. Ma mère a nettoyé la plaie sans un mot de pitié, mais avec une attention infinie. Elle ne m'a pas dit de ne pas pleurer. Elle a simplement agi comme si ma douleur était une évidence qui n'appelait aucun commentaire. Alors, j'ai ravalé mes sanglots. Ce jour-là, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à construire la forteresse. Celle qui allait me permettre de tout traverser, mais qui, je le sais maintenant, allait aussi m'emprisonner. La première fissure est apparue en 1918. J'avais 16 ans. La guerre touchait à sa fin et nous commencions à respirer, à croire que le pire était passé. C'est là que la lettre est arrivée. Pas une lettre de Jean, mon premier amour, mais une lettre officielle du ministère. Le papier était rêche sous mes doigts, presque agressif. Quelques phrases imprimées à l'encre noire, impersonnelles, pour dire qu'il avait été tué. Dans les dernières semaines. Le monde s'est arrêté, mais le facteur, lui, était déjà reparti. Devant ma mère, je n'ai rien montré. J'ai plié la lettre en 4, puis en 8, jusqu'à ce qu'elle soit un petit carré dur que j'ai glissé dans la poche de mon tablier. J'ai continué à écosser les petits pois pour le dîner. Le geste était mécanique, le son des pois tombant dans le saladier en terre cuite était la seule chose réelle. Personne ne m'a vu flancher. Personne n'a posé de questions. Mon silence a été interprété comme de la force. Ce jour-là, j'ai compris que le monde extérieur ne s'arrête pas quand le vôtre s'effondre. Il continue et il attend de vous que vous continuiez avec lui. À l'intérieur, c'était une autre histoire. Le soleil de Provence, si brillant quelques heures plus tôt, semblait soudain voilé, délavé. Les couleurs du monde s'étaient éteintes. Ce n'était pas une tristesse bruyante, mais un silence brutal, le silence de son absence qui commençait déjà à envahir chaque recoin de ma vie. C'était ma première leçon. La douleur la plus profonde ne fait pas de bruit. Elle s'installe en vous, change la lumière, et vous apprenez à vivre avec ce nouveau filtre sur les yeux. C'est ainsi que j'ai commencé à porter mes deuils, en silence, en secret. J'ai appris à fonctionner, à sourire, à répondre « ça va »
quand tout en moi criait le contraire. Ce fut la première pierre de la forteresse, et la première vérité que j'ai apprise, la plus dure de toutes. Le temps ne guérit pas tout. Il nous apprend simplement à fonctionner avec le poids. Après la guerre, la vie a repris son cours, ou du moins, elle a fait semblant. J'ai épousé Antoine, un homme du village, un homme taciturne dont les silences semblaient s'accorder aux miens. Nous avons eu une fille, Camille. Pendant 5 ans, la maison a de nouveau eu un son, celui de ses petits pas, de ses rires. Et puis, en 1934, la diphtérie est venue la chercher. Le médecin était impuissant. Les herbes médicinales que je faisais bouillir jour et nuit n'ont laissé qu'une odeur âcre et inutile dans la maison. J'ai organisé les funérailles avec une efficacité qui a glacé tout le monde. J'étais un pilier. J'ai réconforté Antoine. J'ai tout fait, sauf pleurer. À l'intérieur, un vide permanent s'était installé. Je me sentais coupable. Coupable de respirer. Coupable de survivre à mon propre enfant. Les années qui ont suivi ont été une longue saison silencieuse. Antoine et moi, nous nous sommes murés dans le travail de la ferme. C'était une façon de ne pas parler. Le chagrin était là, entre nous, à table, dans le lit, mais nous ne l'avons jamais nommé. Il était une présence froide, un troisième habitant dans notre mariage. J'ai appris à vivre avec ça. J'ai appris que 2 personnes peuvent partager le même toit et vivre dans 2 solitudes parallèles. Notre vie était devenue une routine, une chorégraphie de gestes sans joie, et pendant un temps, cette absence de drame m'a semblé être une forme de paix. Puis, en 1960, le cœur d'Antoine a lâché. Il avait 58 ans, mais son visage en portait 20 de plus. Il ne s'était jamais remis de la mort de Camille. D'un coup, le silence a changé de nature. Ce n'était plus un silence partagé, mais un silence absolu, assourdissant. J'ai vendu la ferme, trié les affaires, réglé les papiers. Encore une fois, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais chaque nuit, en me couchant, je sentais la place vide et froide à côté de moi dans le lit. J'avais perdu le seul témoin de ma vie, la seule personne qui savait, sans que j'aie besoin de le dire, tout ce que nous avions traversé. La solitude est devenue une chose physique, une présence qui pesait sur mes épaules. La vie continuait de m'ôter les gens un par un. En 1977, ce fut le tour de Simone, ma seule amie, la seule avec qui un regard suffisait. Nous n'avions pas besoin de mots pour nous comprendre. À son enterrement, j'étais entourée de visages que je connaissais à peine. J'ai écouté les hommages, mais je n'ai parlé à personne. En rentrant chez moi, je me suis vue dans la vitrine d'une boutique. J'ai vu une vieille femme, le visage fermé, les épaules voûtées. Je ne l'ai pas reconnue tout de suite. Ce jour-là, j'ai compris que j'étais devenue un fantôme. Un fantôme qui hantait un monde qui ne se souvenait plus de la jeune fille que j'avais été. Chaque perte ajoutait une pierre à la forteresse, et chaque pierre rendait les murs plus épais, le silence intérieur plus profond. Je suis devenue une experte dans l'art de la normalité. Mon sourire était parfait, mes réponses, brèves et polies. Personne ne pouvait deviner le poids que je portais. Mais le chagrin non exprimé ne disparaît pas. Il fermente. Il se transforme en quelque chose d'autre, de plus dur, de plus corrosif. Il s'infiltre dans vos os, dans votre âme, jusqu'à ce que vous oubliez même le goût de la douceur. L'amertume vieillit plus vite que le temps. Et puis, les années 90 sont arrivées. Ce ne fut pas une perte brutale, pas un coup de tonnerre. Ce fut plus lent, plus insidieux. Ce fut la perte de mon utilité. Le téléphone a cessé de sonner pour demander mon aide. Mes enfants, puis mes petits-enfants, avaient leur propre vie. J'étais devenue un souvenir que l'on visite poliment. Alors, sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à me retirer du monde. Mon petit potager, autrefois ma fierté, s'est couvert de mauvaises herbes. Je n'avais plus le cœur à arracher la vie pour en nourrir une qui me semblait déjà terminée. Mes repas sont devenus simples, du pain et de la soupe, juste assez pour tenir. Quand on frappait, je ne prenais même plus la peine d'ouvrir.
Je répondais « Ça va, merci » à travers la fente de la boîte aux lettres, ma voix étouffée par la porte qui nous séparait. Le sourire était toujours là, un pli sur mon visage, mais il ne voulait plus rien dire. C'était une habitude, comme de respirer. Le déclic n'est pas venu d'un drame, mais de la bouche de mon petit-fils, lors d'une de ses visites. Il était assis en face de moi, me racontant sa vie, et je hochais la tête, mon sourire parfaitement en place. À un moment, il s'est arrêté, a penché la tête et m'a dit, avec toute l'innocence de sa jeunesse, « Mamie, tu sembles être ailleurs. » Cette phrase n'était pas un reproche, c'était une observation, simple, vraie. Et pour la première fois en des décennies, ma forteresse a tremblé. Ces mots ont traversé les murs que j'avais passé une vie à construire. Ils ont atteint la vraie moi, la petite fille qui se cachait encore derrière, et l'ont forcée à regarder ce qu'elle était devenue. Une absence. Après son départ, la maison était plus silencieuse que jamais. Ces mots résonnaient dans le vide. « Tu sembles être ailleurs. » Je me suis regardée dans le miroir du salon, celui qui avait vu passer tant de visages, tant de vies. J'ai vu cette vieille femme, ce masque vide, et j'ai enfin compris. Ce n'était pas de la force, ce n'était pas de la dignité, c'était une lente disparition. Et là, dans le silence complet de ma propre maison, je me le suis avoué pour la toute première fois. Je n'allais pas bien. Le lendemain, je ne me suis pas levée avec un plan. Il n'y avait pas de révélation, juste le poids de la vérité de la veille. Et une question silencieuse. Et maintenant? Je n'avais pas la réponse. Alors j'ai fait la seule chose qui me semblait possible. J'ai choisi un seul petit geste et je l'ai répété. Puis un autre. Ouvrir les volets chaque matin. Arroser le géranium sur le rebord de la fenêtre. Faire le lit, même si personne ne devait le voir. Marcher jusqu'au bout de la rue et revenir. Écrire un mot, une seule phrase, dans un vieux carnet. Ces gestes n'ont pas fait revenir la joie. Ils n'ont pas effacé les fantômes, mais ils m'ont ancré dans le présent. Le géranium avait besoin de moi. Le lit défait attendait ma main. La rue existait, que je la regarde ou non. Lentement, très lentement, j'ai commencé à comprendre que ma vie n'était pas terminée. Elle était simplement devenue très silencieuse. J'ai appris à écouter ce silence, non plus comme un vide, mais comme un espace où je pouvais enfin respirer. Je n'essayais plus de me battre contre la tristesse. J'apprenais à bouger avec elle, à lui faire une place sans la laisser tout envahir. Personne n'a jamais vu ces petites batailles. Il n'y a pas eu d'applaudissements quand j'ai ouvert les volets sur un jour où je voulais rester dans le noir. Personne n'a lu la phrase que j'ai écrite dans mon carnet. Mais ce sont ces moments-là, ces décisions invisibles, qui m'ont maintenu en vie. C'est là que j'ai compris la plus grande vérité de ma longue existence. La survie n'est pas un acte héroïque. Ce sont 1000 moments silencieux où l'on décide de ne pas disparaître. Les décennies se sont accumulées comme de la poussière fine sur de vieux meubles. Mon corps a commencé à me rappeler son âge. Mes mains se sont mises à trembler, pas assez pour m'empêcher de tenir une tasse, mais juste assez pour être un rappel constant du temps qui passe. Mes pas sont devenus plus lents, plus mesurés, chaque déplacement dans la maison étant une petite expédition. Mais paradoxalement, à mesure que le corps faiblissait, quelque chose en moi s'éclaircissait. Je n'étais plus en guerre avec mes souvenirs. Je les regardais comme de vieilles photographies, avec une sorte de tendresse distante. La douleur était toujours là, mais elle n'était plus un ennemi. Elle faisait partie du paysage, comme les collines de Provence à l'horizon. C'est là qu'une nouvelle forme de solitude s'est installée, la plus étrange de toutes. Ce n'était plus la solitude du vide, mais celle d'être la dernière. La dernière à se souvenir de la couleur exacte des yeux de Jean. La dernière à avoir entendu le rire de Camille. La dernière à savoir comment le silence d'Antoine pouvait être à la fois lourd et réconfortant. Mes arrière-petits-enfants écoutaient mes histoires avec une curiosité polie, mais pour eux, c'était du passé, presque de la fiction.
Je pouvais raconter, mais je ne pouvais plus partager. J'étais devenue la seule gardienne d'un monde disparu, le dernier témoin vivant de ma propre vie. Mon rapport au temps a changé. Il n'était plus une succession de jours à endurer, mais un courant lent dans lequel je flottais. Ma raison d'être n'était plus d'être utile aux autres, mais simplement d'être. De regarder la lumière changer dans la pièce, d'écouter le chant d'un oiseau, de sentir la chaleur du soleil sur ma peau. Mon identité n'était plus celle d'une mère, d'une épouse ou même d'une survivante. J'étais simplement Éléonore, une présence silencieuse dans une maison pleine de fantômes, mais une présence qui avait enfin fait la paix avec le silence. C'est dans cette quiétude que la leçon la plus importante de ma vie m'est finalement apparue. Toutes ces années passées à construire des murs pour contenir ma peine, toutes ces larmes ravalées, toute cette force affichée n'avaient fait qu'alourdir le fardeau. J'avais cru que le silence me protégeait, mais il ne faisait que m'isoler. C'est en parlant, même à moi-même dans un carnet, que le poids a commencé à s'alléger. La douleur que l'on cache devient lourde. Celle que l'on partage devient supportable. Et peut-être que je vous parle, vous qui m'écoutez, vous qui portez votre propre poids en silence. Vous savez ce que c'est que de répondre « ça va » quand tout à l'intérieur s'effondre. Vous avez appris, comme moi, que montrer sa peine est une forme de faiblesse, une impudeur. Vous souriez quand vous avez envie de crier, vous continuez d'avancer quand tout votre être vous supplie de vous arrêter. Vous êtes devenu si doué pour faire semblant d'aller bien que vous avez peut-être oublié ce que cela fait, de simplement aller bien. Je vous regarde et je me revois. Cette forteresse que vous avez bâtie autour de vous, je connais chacune de ces pierres. Je sais ce qu'il en coûte de la maintenir debout chaque jour. Mais écoutez-moi. Écoutez une vieille femme qui a passé un siècle à monter la garde. Votre silence ne vous protège pas. Il vous isole. La force n'est pas l'absence de douleur. C'est ce que vous en faites. Vous avez le droit de vous sentir brisé. Ce n'est pas un échec. C'est la preuve que vous avez été forte bien trop longtemps. Votre fardeau est réel. Votre fatigue est légitime. Votre chagrin mérite d'être entendu, ne serait-ce que par vous-même. Alors n'attendez pas. N'attendez pas que le silence devienne si lourd que vous ne puissiez plus respirer. Les larmes que vous retenez, laissez-les couler. Pas pour apitoyer le monde. Pour vous. Pour nettoyer l'espace à l'intérieur. J'ai appris que les larmes les plus importantes sont celles que personne ne voit. Ce sont elles qui arrosent les racines. Laissez-les nourrir ce qui en vous a soif de vivre, et pas seulement de survivre. C'est le geste le plus courageux que vous puissiez faire. Je m'appelle Éléonore Dubois. J'ai 124 ans. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru que la force signifiait ne jamais pleurer. Je me trompais. Ce n'était pas de la force, c'était une prison de silence. J'ai survécu, non pas malgré mes larmes, mais grâce à elles, même si j'étais la seule à les voir. Cette longue vie n'a pas été un miracle. Ce fut une décision prise chaque matin, dans le silence, sans témoin. La décision d'ouvrir les volets, de respirer et de continuer. Voilà tout. Juste ça. Continuer.